25 juillet 1944, 9h38. Normandie. Le lieutenant-général Fritz Bayerlein, commandant de la division d'élite Panzerlehr, se tient dans son bunker de commandement, regardant l'horloge. 6 semaines de combat continuent depuis les débarquements alliés. Sa division, la meilleure division d'entraînement blindée de la Wehrmacht, tient toujours ses positions. L'artillerie américaine vient de se taire après des semaines de tirs de harcèlement constant. Le silence. Étrange. Suspect. Dans 60 secondes, Bayerlein comprendra que ce silence était la dernière chose que ses soldats entendraient avant que la terre ne se transforme en enfer. Mais mettons une chose au clair avant que les livres d'histoire ne sèchent l'encre sur ce chapitre. Ce qui s'est passé dans les minutes suivantes n'était pas juste un barrage d'artillerie. Ce n'était pas juste un bombardement. C'était l'annihilation mathématique d'une division entière. C'était la révolution industrielle appliquée à la mise à mort. C'était le moment où la tradition militaire allemande, des siècles de génie tactique, la discipline prussienne, les meilleurs chars du monde, sont entrés en collision avec quelque chose qu'ils ne pouvaient physiquement pas comprendre. Comment perdre 70% de ses troupes en un seul jour ? Comment transformer un champ de bataille en surface lunaire en 60 secondes ? Comment briser l'esprit de vétérans du front de l'Est qui avaient survécu à Stalingrad ? Aujourd'hui, nous ne nous contentons pas d'examiner une bataille. Nous menons un audit forensique de la méthode d'artillerie la plus dévastatrice de l'histoire de la guerre. Voici l'histoire de la technique du time on target, la frappe synchronisée. Et voici le verdict que l'industrie américaine a rendu à l'armée allemande. Clou numéro 1, le piège de la supériorité ou pourquoi la meilleure armée du monde est devenue aveugle. Pour comprendre pourquoi Bayerlein et ses soldats étaient condamnés, nous devons revenir quelques années en arrière et examiner une erreur fatale. L'armée allemande en 1944 était encore la machine militaire la plus professionnelle de la planète. Ils ont inventé la Blitzkrieg. Ils ont capturé la France en 6 semaines. Ils ont atteint Moscou. Leur tactique, leur discipline, leur corps d'officiers, tout cela était considéré comme l'étalon or. Et c'est là que le problème commence. Quand on est le meilleur, on arrête d'apprendre. Quand on gagne, on pense avoir toutes les réponses. La doctrine d'artillerie allemande avait été affinée pendant des décennies. Le concept de Schwerpunkt, la concentration du feu au point décisif, des frappes rapides et précises, une coordination étroite entre observateurs avancés et batteries. Cela a fonctionné en Pologne. Cela a fonctionné en France. Cela a fonctionné en Russie. Quand les services de renseignement allemands reçurent les premiers rapports sur les méthodes d'artillerie américaines en Afrique du Nord, vous savez ce qu'ils firent ? Ils les ignorèrent. Kasserine, février 1943. L'artillerie américaine y a vraiment échoué. Des batteries dispersées incapables de coordonner leur feu. Les Allemands écrasèrent les Américains. Et les officiers allemands tirèrent leurs conclusions. Les Américains sont des amateurs avec du bon équipement. Ce fut le premier clou, pas dans le cercueil des Américains, mais dans celui de l'arrogance allemande. Parce que les Américains faisaient quelque chose que les Allemands n'avaient jamais bien fait. Ils apprenaient, ils s'adaptaient et ils appliquaient à la guerre ce dont ils étaient de véritables maîtres, la gestion industrielle. Clou numéro 2, l'usine de la mort. 4 innovations qui ont tout changé. Pendant que les Allemands célébraient leur victoire à Kasserine, une révolution silencieuse se produisait à Fort Sill, Oklahoma. Depuis les années 1930, un groupe d'officiers mené par les majors Carlos Brewer et Orlando Ward développait quelque chose d'entièrement nouveau. Ils posèrent la simple question, et si on arrêtait de penser à l'artillerie comme des batteries séparées et qu'on commençait à y penser comme à un système ? Cela semble simple, mais cela a tout changé. Innovation numéro 1, le centre de direction de tir. Imaginez un cerveau. Pas un seul officier avec des jumelles et une carte, mais tout un centre de calcul. Du personnel formé, des tables de tir, des règles à calcul, des planches de pointage graphique. Ce centre pouvait calculer des solutions de tir pour des douzaines de batteries simultanément. Un observateur avancé allemand travaillait avec 1 ou 2 batteries. Un observateur américain pouvait demander le feu d'un corps d'armée entier. Innovation numéro 2, les communications. Les Américains posaient du fil téléphonique avec une obsession maniaque.
Une seule division d'infanterie pouvait poser 5000 km de fil en un mois de combat, plus des radios SCR 610 avec une portée fiable de 8 km. Redondance. 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 Quand les communications allemandes étaient de couper, et elles l'étaient constamment, le commandement perdait le contrôle. Quand les communications américaines étaient coupées, ils avaient une ligne de secours. Et une autre. Et une autre. Innovation numéro 3, la standardisation. C'est d'une importance critique. Chaque obus de 105 mm produit dans une usine de Pennsylvanie avait des caractéristiques balistiques identiques à un obus de Californie. Chaque obusier, des paramètres identiques. Les munitions allemandes en 1944 étaient produites par du travail forcé dans des ateliers dispersés. La qualité variait. Le sabotage était généralisé. Dans un cas documenté à Anzio, 70% des obus allemands de 170 mm n'ont pas explosé. Les Américains pouvaient calculer une trajectoire précise à la seconde près. Les Allemands devaient effectuer des tirs de réglage avec chaque nouveau lot d'obus. Et innovation numéro 4, la technique du time on target elle-même. Voici comment cela fonctionne. Disons que vous avez 20 batteries à des distances allant de 5 à 25 km de la cible. Un obus de 105 mm met 23 secondes pour parcourir cette distance. Un obus de 155 mm, depuis une distance plus grande, met 31 secondes. Un obus de 240 mm, encore plus longtemps. Vous calculez le temps de vol pour chaque batterie. Vous donnez l'ordre d'ouvrir le feu dans l'ordre inverse, la plus éloignée en premier, puis les plus proches. Et tous les obus, des centaines d'obus, arrivaient sur la cible en une seconde. Pas une minute. Une seconde. Clou numéro 3. Les mathématiques de l'annihilation. Pourquoi une seconde change tout? Décomposons la psychologie. L'armée américaine a mené une étude appelée Troop Reaction and Posture Sequencing dans les années 1970. Ils ont mesuré la rapidité avec laquelle les soldats réagissent aux tirs d'artillerie. Au moment de la première explosion, 58% sont debout, 33% couchés à couvert, 9% simplement couchés. Après 2 secondes, seulement 29% sont encore debout. La plupart sont déjà à couvert. Après 8 secondes, 100% sont à couvert. Comprenez-vous ce que cela signifie? Un bombardement d'artillerie traditionnel est un avertissement. Le premier obus tombe. Les soldats se mettent à couvert. Les obus suivants tombent sur des positions vides. Le time on target est une exécution sans avertissement. Il n'y a pas de premier obus. Il n'y a que tous les obus simultanément. Quand 58% de vos soldats sont encore debout de toute leur hauteur, les pertes d'un bombardement traditionnel chutent de 66% après les premières secondes. Avec le TOT, il n'y a rien qui puisse chuter. Toutes les pertes surviennent dans la première seconde. Clou numéro 4. L'opération Cobra. Le jour où la Terre est devenue lunaire. 25 juillet 1944. Le général Omar Bradley concentra le plus grand groupement d'artillerie jamais assemblé par l'armée américaine en Europe. 1000 canons, des obusiers de 105 mm aux monstres de 240 mm. 522 canons des seuls 7e et 8e corps. 170 000 obus alloués pour l'opération. 140 000 pour le 7e corps, 27 000 pour le 8e. La cible, un rectangle de 6,5 km de large sur 2,3 km de profondeur au sud de la route Saint-Lô-Périer. À l'intérieur de ce rectangle, la Panzerlehr et des éléments de la 5e division parachutiste. Environ 5000 soldats dans des positions fortifiées. D'abord vient le tapis de bombes. 1500 bombardiers lourds, B-17 et B-24. Larguent 3300 tonnes de bombes. 60 000 bombes incendiaires sur 12 km², 5 000 bombes par kilomètre carré. Et puis l'artillerie à 9h38. TOT. Voici comment Bayerlin lui-même l'a décrit. Les bombardiers sont arrivés comme sur un tapis roulant. Les tapis de bombes tombaient d'avant en arrière. Les positions d'artillerie ont été détruites. Des chars ont été renversés et enterrés. Les positions d'infanterie rasées. Toutes les routes et tous les chemins détruits. À midi, toute la zone ressemblait à un paysage lunaire. Les cratères se touchaient par leurs bords. Toutes les communications étaient coupées. Aucun commandement n'était possible. Et puis la phrase qui allait passer à l'histoire, l'effet de choc sur les troupes
était indescriptible. Plusieurs de mes hommes sont devenus fous et ont couru en terrain découvert jusqu'à ce qu'ils soient fauchés par les éclats. Plus de 70% de mes troupes étaient soit tuées, blessées, devenues folles ou en état de choc. La Panzerlehr, l'élite de la Wehrmacht, des vétérans qui avaient survécu à l'Afrique et au front de l'Est, a cessé d'exister en tant qu'unité combattante en un seul jour. Au début de l'opération, ils avaient 2200 soldats prêts au combat et 45 véhicules blindés. Après le TOT, Bayerlein rapporta que la division était finalement anéantie. Clou numéro 5, Mortain. Quand le TOT est devenu une arme défensive. Septembre 1944, Hitler ordonne une contre-offensive, l'opération Lüttich. 4 divisions blindées, y compris la première SS Leibstandart et la deuxième SS Das Reich, doivent percer jusqu'à Avranches et couper l'armée de Patton. C'est la dernière chance de l'Allemagne de changer le cours de la guerre en Normandie. Mais sur la colline 317, au-dessus de la ville de Mortain, se trouvent des observateurs d'artillerie américains du 231e bataillon d'artillerie de campagne, les lieutenants Charles Bartz et Robert Weiss. Ils ont une radio, et de cette hauteur, ils peuvent voir chaque mouvement sur les routes en contrebas. Quand les colonnes allemandes commencent à bouger, les observateurs font appel au 2e corps d'infanterie. Jusqu'à 20 missions TOT par nuit. 7 bataillons d'artillerie déchaînent un feu coordonné sur des coordonnées préenregistrées. Chaque mission apporte une dévastation instantanée sur les zones de rassemblement, les routes d'approche et les postes de commandement. Les survivants allemands décrivirent cela comme des murs d'acier chauffés au rouge. À l'aube, l'offensive était stoppée. Le maréchal von Kluge rapporta à Hitler que continuer l'attaque était impossible face à une telle supériorité d'artillerie. 700 Américains sur la colline 317, dont la moitié furent tués ou blessés, ont stoppé 4 divisions blindées. Pas parce qu'ils étaient plus braves, mais parce qu'ils avaient une radio et accès à un système que les Allemands ne pouvaient physiquement pas reproduire. Clou numéro 6, la poche de falaise, le corridor de la mort. Août 1944. Après l'échec de l'opération Lüttich, les forces allemandes se retrouvent piégées. Les Alliés resserrent l'anneau autour de Falaise. La seule voie de retraite, un étroit corridor près de la ville de Falaise. Les observateurs américains sont déjà là, sur chaque colline, à chaque route. Le 17 août, des missions TOT documentées sur la route Falaise-Argentan, à intervalles de 30 minutes tout au long de la journée. Chaque mission, 10 à 15 batteries. Le général Hans Eberbach, commandant les restes du Panzergruppe West, rapporte « Le rideau de feu était si dense qu'il était impossible d'amener des réserves ou d'évacuer les blessés. Bouger des véhicules signifiait le suicide. La route devint connue comme le corridor de la mort. Les véhicules détruits, les chevaux morts, l'équipement abandonné créaient des embouteillages qui ralentissaient les mouvements et rendirent les colonnes suivantes encore plus vulnérables aux frappes. Le 21 août, quand la poche se referma, 50 000 soldats allemands furent capturés, 10 000 tués. L'artillerie fut la principale cause des pertes. Clou numéro 7, les Ardennes. Quand l'argent s'est épuisé. Décembre 1944. L'offensive des Ardennes, le dernier pari d'Hitler. Les Allemands obtiennent la surprise tactique. Ils percent le front. Il semblait que l'histoire pourrait tourner. Mais maintenant, les Américains avaient une nouvelle arme. La fusée de proximité. La fusée VT. 22 millions de ces fusées furent produites pendant la guerre. Elles permettaient aux obus d'exploser à la hauteur optimale au-dessus du sol, 6 à 15 mètres, créant une pluie mortelle d'éclats contre laquelle aucun trou individuel ni tranchée ne pouvait protéger. Quand les obus VT étaient inclus dans les salves TOT, la létalité augmentait considérablement. Le 19 décembre, près de Dinant, la 2e division SS Panzer fut prise par un TOT d'urgence. 8 bataillons calculèrent des solutions de tir en 4 minutes. Le bataillon de tête de la colonne fut détruit en 60 secondes. Le général Patton écrivit plus tard « Le nouvel obus avec la drôle de fusée a décidé de la bataille de Belgique. Nous avons pris un bataillon allemand traversant la rivière Our et avons pratiquement anéanti 702 hommes. » Les soldats allemands commencèrent à refuser de quitter leur bunker pendant les tirs d'artillerie. Pas par lâcheté, mais par calcul rationnel.
Les chances de survivre à un TOT avec des fusées VT étaient virtuellement nulles. Clou numéro 8, l'échec systémique. Pourquoi les Allemands ne pouvaient pas répondre? Voici ce que les officiers allemands réalisèrent progressivement. Le time on target n'était pas une innovation tactique. C'était une manifestation de la puissance industrielle et organisationnelle américaine appliquée à la guerre. Ils comprenaient les mathématiques. Ils pouvaient calculer les temps de vol. Mais ils manquèrent de tout le reste. Des munitions standardisées, leurs obus étaient imprévisibles. Des communications fiables, leur réseau radio était constamment intercepté et brouillé. Du personnel formé? Les Américains formèrent plus de spécialistes de la direction de tir en 3 ans que l'Allemagne n'en avait eu en décennies. Une base industrielle? Les usines américaines produisaient des millions d'obus par mois. Celles des Allemands ne pouvaient même pas satisfaire les besoins immédiats. La plus grande tentative allemande de tir coordonné pendant l'opération Nordwind en janvier 1945 impliqua 8 batteries. L'écart dans le temps d'arrivée des obus était de 12 secondes. La norme américaine était de plus ou moins 3 secondes. Ce n'est pas une différence de technique, c'est une différence de système. Clou numéro 9, l'effondrement psychologique, quand ce n'est pas le corps qui lâche, mais l'esprit. Les services médicaux allemands documentèrent des niveaux sans précédent de ce qu'ils appelèrent le trauma d'artillerie. Des vétérans qui avaient enduré des bombardements soviétiques d'1 heure sur le front de l'Est craquaient après 30 minutes de TOT. Pourquoi? L'instantanéité supprimait tous les mécanismes d'adaptation psychologique que les soldats avaient développés pendant des années de guerre. Avec un bombardement traditionnel, il y a un schéma, une accumulation, un rythme. Un soldat peut anticiper, se préparer, trouver un abri. Son cerveau a le temps de passer en mode survie. Avec le TOT, il n'y a pas d'accumulation, pas de rythme, pas d'avertissement. Il n'y a qu'une transition instantanée du silence à l'enfer. Les hôpitaux de campagne allemands rapportèrent des symptômes uniques chez les soldats qui avaient survécu à plusieurs tirs de TOT. Paralysie déclenchée par des bruits soudains, incapacité à traiter des stimuli multiples, peur profonde de la synchronisation elle-même. Contrairement au choc d'obus traditionnel, qui pouvait passer après du repos, ces symptômes persistaient même après évacuation vers l'arrière. Clou numéro 10, le verdict final, le tapis roulant de la guerre. Résumons. Voici ce qui a réellement vaincu l'armée allemande en Europe de l'Ouest. Pas une supériorité en courage. Les soldats allemands n'étaient pas moins braves. Pas une supériorité tactique. Les tactiques allemandes avaient été affinées pendant des décennies. Pas une supériorité en équipement. Les chars allemands étaient à bien des égards supérieurs aux chars américains. Un système qui pouvait produire des millions d'obus identiques, former des milliers de spécialistes à des normes uniformes, relier des centaines de batteries en un seul réseau, calculer des milliers de solutions de tir en temps réel, livrer des tonnes de munitions quotidiennement des plages normandes aux positions de tir. Ce n'est pas de la guerre au sens traditionnel, c'est un processus industriel. C'est un tapis roulant où les données de la cible entrent et la destruction garantie sort. Les Allemands ont perdu non pas parce que leurs soldats étaient moins bons. Ils ont perdu parce qu'ils ont essayé de vaincre un système avec des hommes. Le verdict. Le tonnerre qui a changé la guerre à jamais. Le tonnerre qui s'est abattu sur les positions allemandes en 1944 à 45 annonçait l'aube d'une nouvelle ère de guerre. Une ère où la victoire appartient à celui qui organise le mieux la puissance industrielle pour résoudre les problèmes militaires. Où la coordination importe plus que le courage, où les systèmes vainquent les soldats, où la précision mathématique est plus forte que la tradition militaire. Fritz Bayerlein, debout dans son bunker le matin du 25 juillet 1944, fut témoin de la naissance de cette ère. Sa division, l'élite de la Wehrmacht, en devint la première victime, mais pas la dernière. Chaque système d'artillerie moderne, chaque opération militaire coordonnée, chaque approche de guerre centrée sur les réseaux, tout cela découle de ce tonnerre synchronisé que les Américains déchaînèrent sur la Normandie il y a 80 ans. Les soldats allemands apprirent la vérité sous le tonnerre instantané et écrasant de la guerre industrielle américaine. À l'ère des systèmes, l'organisation vainc le courage, la coordination vainc la tradition et le temps synchronisé conquiert tout. Cette leçon a changé la guerre pour toujours.